Il est 12h45, bonjour et bienvenue dans ce journal. Comment breveter les résultats des recherches issues des universités et écoles? Le problème se pose dans les établissements d'enseignement supérieur au Bénin. Les explications dans un instant. Les langues peuvent faire progresser l'inclusion et atteindre les objectifs de développement durable dont le principe est de ne laisser personne de côté. Langue maternelle et développement, on en parle dans ce journal. La Côte d'Ivoire veut augmenter les rendements de la production de noix de cajou. Elle mise sur la transformation locale. Les industriels du secteur entendent tripler leur capacité d'ici 2025. Comment breveter les résultats des recherches issues des universités et écoles? C'est actuellement la grosse problématique des établissements d'enseignement supérieur au Bénin. Aimé Bokono-Gantin, enseignant-chercheur à l'UAC, s'est penché sur la question. Suivons ici ses explications. Nous utilisons les recherches et les résultats sont... il se voit. Je vais vous donner l'exemple d'une recherche, disons, dont les producteurs sont bénéficiaires et souvent on ne perçoit pas, disons, en amont d'où viennent les résultats. C'est par exemple la lutte biologique contre les insectes nuisibles de nos cultures horticoles, de nos cultures vivrières, de nos denrées stockées. Alors cette lutte biologique consiste à rechercher, à retrouver des ennemis naturels, à les multiplier en laboratoire, à étudier leur biologie, leur écologie, afin de les utiliser contre les insectes nuisibles de nos cultures horticoles, de nos cultures vivrières, de nos denrées stockées. Et c'est une approche de gestion, une approche de lutte qui ne fait pas du tout utilisation des pesticides chimiques qui, dans beaucoup de cas et que nous connaissons, ont vraiment beaucoup de risques. Il y a beaucoup de nuisibles dont j'ai parlé qui sont gérés, qui sont contrôlés. Mais comme je l'ai dit tantôt, on ne se demande vraiment pas d'où viennent, disons, les efforts de recherche qui ont été entrepris pour qu'on arrive à ces résultats. Mais malheureusement, je dirais que, disons, au-delà des publications scientifiques que nous faisons, il n'y a pas eu vraiment d'effort pour, disons, valoriser, breveter, je dirais, ces résultats de recherche que nous avons. Une société équitable ne peut se construire que dans un espace où tout le monde a le droit d'utiliser sa langue maternelle pleinement et librement dans toutes les circonstances de la vie. Fort de cela, les Nations Unies, à travers l'UNESCO, font de la promotion de la diversité linguistique et multilinguistique des outils essentiels pour le développement durable. Langue maternelle et développement, Josué Sosa en parle dans cet élément. Première langue qu'un enfant apprend dès sa naissance, la langue maternelle est une force pour le développement durable, avec ses implications sur la construction de l'identité, de l'intégration sociale et surtout de l'éducation de l'enfant. Elle est très importante pour les différents peuples et pour toute la planète Terre. La langue maternelle, par extension, comprise comme la première langue que l'enfant maîtrise, que l'enfant apprend. Parce qu'un enfant qui est né doit apprendre. Il doit apprendre à être homme. Et il doit apprendre aux côtés de ses parents, aux côtés de la culture, aux côtés des membres de sa famille. Et la langue que ces membres ou ces différentes personnes maîtrisent, c'est la langue maternelle de l'enfant. Donc, c'est dans cette langue-là qu'il apprend à être homme, à connaître les bonnes manières de faire, et c'est ça qui fait évoluer la société. Du fait des processus de la mondialisation, les langues maternelles se trouvent désormais de plus en plus menacées. Selon l'Organisation des Nations Unies,
Plus de 43% des quelques 6700 langues parlées dans le monde sont menacées de disparition. Seules plusieurs centaines de langues sont véritablement valorisées dans le système éducatif et dans le domaine public. Moins d'une centaine sont utilisées dans le monde numérique. Célébrer et promouvoir la diversité culturelle et le multilinguisme est alors le seul défi qui s'impose à toute l'humanité pour un développement durable à travers la mise en application des recherches scientifiques sur la langue. La langue que les membres de la société maîtrisent, plus c'est leur langue maternelle. On peut à tout moment promouvoir nos langues aux côtés de la langue de l'autre qui est le français. Donc, négliger cette langue-là qui est parlée par la population, c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, les choses sont là à traîner. Dire que la langue fait évoluer la société, c'est vrai. Il faut nécessairement que les sciences et les recherches scientifiques soient mises en application par la population pour qu'on puisse parler de développement. Les langues maternelles sont des alliées précieuses pour l'atteinte d'une éducation de qualité pour tous. Le 21 juillet est consacré à la fête de la musique. Si dans certains pays, le makossa, le zouglou ou encore le coupé-décalé ont droit de citer, ici au Bénin, on constate l'absence à ce jour d'une identité musicale propre malgré la pléthore d'artistes, de diversité culturelle et de sonorité. Pourquoi et comment y remédier? Les explications dans ce reportage. Quand on évoque le makossa ou le bikouti, les regards sont tournés vers le Cameroun. Pareil pour le zouglou ou le coupé-décalé qui identifie la Côte d'Ivoire. Au Bénin, du Tcheng System, en passant par le Nudiou, le Soyoyo ou le Zekede, les rythmes foisonnent sans jamais connaître un succès mondial. Quand on parle d'une musique béninoise, il faut rechercher les éléments qui caractérisent cette musique-là. C'est-à-dire qu'on dit une musique béninoise, il faudrait qu'on retrouve les identités du Bénin qui sont en dehors de la langue, qui sont donc les instruments de musique, les mélodies et les chants. Pour ce musicologue, la recherche d'une originalité passe donc par la connaissance et la maîtrise de certains outils indispensables à la créativité. La créativité existe, mais c'est la formation, j'insiste lourdement dessus. Tant qu'il n'y aura pas de formation, tant qu'il n'y aura pas d'école de musique, on peut investir des millions sur les jeunes. Le résultat sera, franchement, n'aura pas beaucoup d'envergure parce que on va se contenter d'amuser localement les gens, mais on n'aura pas les éléments pour pouvoir affronter le marché international. Et pour prétendre aller sur ce marché, la formation des artistes s'impose, d'où la création des écoles de musique. Dans une école de musique, on fera prendre conscience aux apprenants de l'utilité des instruments de musique que nous avons dans notre organologie, c'est-à-dire dans l'ensemble des instruments de musique que nous avons sur le terrain. Parce que ce sont des musiciens modernes. Mais pour faire de la musique, il faut savoir, il faut connaître les rythmes de nos pays, savoir comment ça s'écrit, et ensuite procéder à des techniques de composition pour utiliser ces rythmes-là pour faire une musique, disons, du genre moderne. Donc c'est ça là, si les gens ne sont pas formés, franchement, je vous dis la vérité, ils vont toujours bricoler. Investir dans la formation des artistes pour les aider à mieux peaufiner leur art et ainsi rendre la musique béninoise exportable serait le prix à payer. L'Afrique de l'Ouest concentre 45% de la production mondiale de noix de cajou, dont la moitié est produite en Côte d'Ivoire. La grande majorité de ces produits sont exportés dans leur forme brute. Environ 80% des anacards sont envoyés en Asie pour être décortiqués. Les professionnels ivoiriens du secteur entendent désormais débloquer le potentiel de la transformation locale pour augmenter les rendements. Suivons le reportage de nos confrères de France 24. C'est un travail extrêmement minutieux,
Sélectionner les noix de cajou sans aucun défaut, celles qui seront exportées à travers le monde. C'est ça qui est l'or brun de la Côte d'Ivoire. Ce sont les amandes qui vont être exportées, que vous allez retrouver dans vos sachets de snacks, dans vos restaurants et dans vos maisons. La Côte d'Ivoire est le premier producteur mondial d'anacarde. Pourtant, 80% des noix sont exportées pour être décortiquées hors du pays, la plupart du temps en Asie. Ça, ce sont des noix brutes. Des noix brutes que cette entreprise a décidé de transformer sur le sol ivoirien. Un projet ambitieux mais pavé d'obstacles, main-d'œuvre non formée et machines coûteuses, difficultés d'approvisionnement face à la concurrence asiatique. Pour l'heure, aucune de la trentaine d'usines ivoiriennes n'est encore rentable. Mais pour cette directrice, le jeu en vaut la chandelle. La bataille est de faire en sorte que nous puissions produire, mais aussi transformer pour que la valeur ajoutée reste ici. Une valeur qui est loin d'être négligeable. Quand vous achetez des noix de cajou en supermarché, le producteur agricole gagne 4% du prix, quand le transformateur en récupère 80%. Un développement qui intéresse également les entreprises spécialisées dans l'export. Cette société, qui alimente le marché américain, a par exemple décidé de se tourner progressivement vers la Côte d'Ivoire. On sait aujourd'hui que les consommateurs sont très attentifs à l'origine, à ce qu'ils mangent, à la qualité. Et l'origine Côte d'Ivoire est appréciée, tout simplement aussi parce qu'on sait que les temps de transport sont diminués. Les entreprises qui sont installées ici dans ces zones industrielles rêvent d'une noix de cajou entièrement produite en Côte d'Ivoire. Pour faire face aux difficultés des producteurs ivoiriens, l'État s'est engagé à s'assurer que les usines locales soient approvisionnées à hauteur de 20% de leur besoin total. Une mesure saluée par les industriels, mais jugée encore insuffisante pour que la transformation de l'anacarde en Côte d'Ivoire soit véritablement pérenne. On reste à l'international pour suivre d'autres informations présentées par Sabirat Awo. Une historique grève du rail est en cours au Royaume-Uni. Durant 3 jours, les 21, 23 et 25 juin, près de 50 000 salariés seront en grève pour protester contre les bas salaires, la précarité de l'emploi et les conditions de travail. Une décision qui fait suite à l'intention de supprimer au moins 2500 emplois de maintenance par Network Rail, gestionnaire du réseau des voies ferrées. Par cette suppression, la structure veut économiser 2 milliards de livres, soit 1530 milliards de francs CFA. Le syndicat du rail a donc lancé un appel à la grève après l'échec des négociations avec le gouvernement. La moitié des lignes de train seront totalement suspendues. Au Pakistan, la crise énergétique menace l'économie du pays. Les habitants vivent désormais au rythme des coupures de courant pouvant aller jusqu'à 12 heures par jour. Et pour cause, la canicule qui empêche le pays de fournir suffisamment l'énergie électrique à ses habitants. En effet, le Pakistan produit près de 21 000 mégawatts d'électricité, mais la demande du pays de plus de 220 millions d'habitants a augmenté sous l'effet d'une vague de chaleur précoce et durable à partir du mois de mars, créant ainsi un déficit de plus de 7 000 mégawatts certains jours selon les chiffres du gouvernement. Des pénuries d'électricité qui risquent de mettre à mal des secteurs entiers. 61 ans après sa mort, la dépouille de Patrice Lumumba est désormais restituée à sa famille par la Belgique en présence des autorités congolaises. Une dent, voilà tout ce qu'il reste du corps de l'ex-premier ministre du Congo. Cette relique a été longtemps conservée comme souvenir par un policier belge ayant participé à la disparition du corps. Il faut rappeler que Patrice Lumumba a été assassiné le 17 janvier 1961 à Lubumbashi, dans la République démocratique du Congo, et son corps a été dissous dans de l'acide. Ainsi s'achève cette édition. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez ce journal sur le site de l'ORTB, www.ortb.dj.